Victor-Marie Hugo est né en 1802 à Besançon, dans une famille dont les parents ne s'entendent pas. Son père, que vous voyez à gauche, est général d'Empire. Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon Bonaparte, lui a donné le titre de comte. Le père de Victor Hugo participe aux guerres en Italie, puis en Espagne. Tandis que la mère de Victor Hugo vit à Paris, dans une des maisons dont se souviendra le petit Victor, les Feuillantines. Victor et ses deux frères aînés y sont confiés à un précepteur qui s'occupe de leurs études. Leur père est nommé gouverneur de plusieurs provinces en Espagne. Il fait venir sa famille en 1811. Adèle, le fils aîné, devient page du roi d'Espagne. Eugène et Victor sont mis en pension pendant quelques mois avant de revenir à Paris. Mais la conquête de l'Espagne par les armées napoléoniennes est très violente. Francisco Goya l'a immortalisé dans ce tableau que vous connaissez peut-être. Le petit Victor va y voir des scènes qui le marqueront, et notamment une pendaison. De retour aux Feuillantines, avec leur précepteur et leur mère, qui est une grande lectrice, ils lisent tous les classiques. Un homme, Lahorie, que sa mère cachait car il complotait contre Napoléon, est arrêté et fusillé. C'était le parrain du petit Victor. 1815, Waterloo. Napoléon Bonaparte est définitivement vaincu par les armées européennes et finit sa vie sur l'île anglaise de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique. Louis XVIII arrive au pouvoir, on est en pleine restauration monarchique. Les rois sont de retour. La mère de Victor Hugo, qui est une bretonne monarchiste, est ravie. Victor sera lui aussi d'abord monarchiste. 1815, Victor Hugo a 13 ans. C'est aussi l'année où son père, qui divorce, fait enlever les deux plus jeunes fils et les met à la pension Cordier, sous surveillance d'une tante que les enfants haïssent. Dans cette pension, où ils sont privés de toute liberté, les deux frères travaillent beaucoup et sont brillants. Traduction des auteurs latins, histoire, mathématiques, dessins sont à l'ordre du jour. Ici, vous avez un extrait des cahiers d'histoire de Victor Hugo qui l'illustre. À 14 ans, il complète ses connaissances avec des cours de mathématiques à Louis le Grand et participe au concours avec son frère entre les 4 collèges royaux de Paris. Ici, vous avez plusieurs pages de son cahier de géométrie. Le jeune Victor se distingue par son talent d'écriture. Il ne manque pas d'ambition puisqu'il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Il est soutenu par un de ses répétiteurs, les surveillants de l'époque, alors que le directeur de l'école ne veut pas entendre parler d'écriture. Il a 15 ans quand il offre une tragédie classique en 5 actes à sa mère. Et il participe au concours de poésie de l'Académie française. Il ne gagne pas le concours, mais se fait remarquer par la qualité de sa poésie. Ses maîtres désormais le laissent tranquille, il peut écrire en toute liberté. Puis il commence son droit, mais travaille surtout à sa poésie. Il gagne un concours aux Jeux Floraux de Toulouse, écrit plusieurs ébauches de romans très royalistes. À 17 ans, il écrit un poème sur un des membres de la famille royale et reçoit un don de 500 francs de la part du roi. Un franc de l'époque correspond à peu près à 3 €, donc 1500 €. Il fonde avec ses frères un journal, le Conservateur littéraire, qui dure 2 ans à peu près, et il y écrit sous des noms divers pratiquement tous les articles. 1822, il se marie avec Adèle Fouché, une compagne de jeu depuis son enfance, voisine des Feuillantines. Pour que le mariage religieux puisse avoir lieu, on fait croire que Victor a été baptisé en Italie, alors qu'aucun des fils Hugo n'est baptisé. Son père n'assistera pas à son mariage, et sa mère est décédée 1 an plus tôt. Victor a 20 ans, Adèle en a 19. Ils n'ont pas d'argent, ils vivent chez les parents d'Adèle, ce qui permet à Hugo de travailler à l'écriture, même si cela ne rapporte pas d'argent tout de suite. Son premier roman est publié de façon anonyme. Il s'appelle Anne d'Islande. C'est une sombre histoire située en Norvège au XVIIe siècle, avec des révoltes, des crimes barbares. Ça n'est pas très bien accueilli par la critique, mais il reçoit quand même une pension annuelle de 2000 francs, c'est-à-dire 6000 € par an. Le livre est traduit en anglais 4 ans plus tard, car il correspond totalement à la nouvelle inspiration romantique. Un peu plus à l'aise financièrement, il s'installe 90 rue de Vaugirard, et c'est là que va naître sa fille, Léopoldine. 1824, Louis XVIII meurt, et donc c'est l'avènement de Charles X. Victor Hugo, avec Lamartine et d'autres poètes romantiques qui commencent à se faire connaître, sont invités au sacre du roi. Les romantiques de cette époque-là sont plutôt des conservateurs de droite, dirait-on aujourd'hui. Victor Hugo écrit une ode pour le roi, qui a un vif succès. Il se lie d'amitié avec Charles Nodier, qui est le bibliothécaire du roi. Et c'est lui qui va lui faire découvrir Shakespeare. C'est à la bibliothèque de l'Arsenal, que dirige Charles Nodier, que les romantiques vont se réunir dans un cénacle autour de Victor Hugo.
De gauche à droite, Prosper Mérimée, Alfred de Vigny, le jeune Alfred de Musset, Sainte-Beuve, qui va devenir très intime avec Madame Hugo. 1826, deuxième enfant de la famille Hugo. Il s'appellera Charles, comme le roi. 1827, ça y est, Victor Hugo se lance dans la bataille théorique des romantiques contre les classiques. Avec un texte qu'il écrit pour un drame absolument injouable, Cromwell, de 6700 vers. En fait, le drame sera publié, mais c'est la préface qui va faire du bruit. Sur le modèle de Shakespeare, Victor Hugo clame qu'il faut garder l'unité d'action dans une pièce, mais il faut en finir avec l'unité de temps et l'unité de lieu, parce que la vie ne se limite pas à un palais, ni à 24 heures. Même chose pour les bienséances. Pourquoi ne pas nous montrer les duels? C'est beaucoup plus amusant. En gros, il veut la liberté de l'art contre le despotisme des systèmes, des codes et des règles. La jeune génération d'écrivains est enthousiaste. La famille Hugo déménage et le cénacle romantique aussi, avec toujours les mêmes. Et puis Balzac à gauche, Lamartine à droite, Berlioz à gauche, Alexandre Dumas à droite, Eugène Delacroix à gauche, Gérard de Nerval à droite. Les musiciens, Liszt et Rossini. On y fait lecture des pièces de théâtre qu'on va faire jouer, des poèmes, on y réfléchit sur la poésie, le théâtre, on y joue de la musique. 1828, un troisième enfant, Victor, qu'on appellera François Victor. Voici un recueil de poésie qui va connaître un vif succès et magnifique, donc les Orientales, avec la peinture en poèmes très lyriques, très musicaux, d'un Orient que Victor Hugo ne connaît que par les lectures, il n'est jamais allé en Orient, avec des odalisques, des sultans, des déserts, des sérails, l'exotisme entre en poésie. Il travaille aussi à des sujets plus politiques, puisqu'en 1830, il publie Le dernier jour d'un condamné, un réquisitoire contre la peine de mort, très critiqué. Au théâtre, les choses bougent. Alexandre Dumas fait un triomphe avec Henri III et sa cour. Victor Hugo, lui, fait jouer Hernani au théâtre français, avec des décors somptueux qui changent beaucoup de la tragédie classique. Le soir de la première, il recrute tous ses amis. Théophile Gautier vient, habillé avec un gilet rouge très voyant, Berlioz, Vigny, Dumas, tous sont là. C'est un triomphe, tout le monde adore. Mais la vieille génération classique est scandalisée, les séances tournent en bataille où l'on siffle, où l'on se prend au collet, on caricature très vite la pièce, les vers, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Hernani. C'est aussi l'année où va naître la dernière fille des Hugo, Adèle. Et 1830, c'est aussi l'année de la Révolution de Juillet, qui amène Louis-Philippe au pouvoir, et Louis-Philippe qui se dit roi des Français. Victor Hugo publie un nouveau roman sur le Moyen-Âge, Notre-Dame de Paris. Personnages principaux? Quasimodo, le sonneur de cloches grotesque et fou amoureux de la belle Esmeralda, l'évêque Frollo, le poète Gringoire, et la cathédrale Notre-Dame elle-même. Alfred de Vigny adore, Balzac déteste. En tout cas, la gloire littéraire est là, et Victor Hugo est considéré comme le chef de file du romantisme parisien. La famille s'installe dans la belle maison de la Place Royale, qu'on appelle aujourd'hui Place des Vosges. Toujours au théâtre, la pièce Le Roi s'amuse, où Victor Hugo donne la parole au bouffon du roi François Ier, Triboulet, qui dénonce toutes les turpitudes du pouvoir. Cette pièce donc est interdite par Louis-Philippe. C'est Verdi qui la reprendra dans l'opéra Rigoletto. En revanche, les pièces Lucrèce Borgia et Marie Tudor vont avoir un grand succès. Alors Lucrèce Borgia, c'est la sombre histoire d'un personnage de la Renaissance italienne, et Marie Tudor s'est inspirée d'une aventure à la cour d'Henri VIII d'Angleterre. Et fidèle à lui-même, Victor Hugo continue son combat contre la peine de mort et la condition des prisonniers dans son petit récit Claude Gueux. C'est au théâtre qu'il rencontre Juliette Drouet, une jeune actrice. Leur liaison va durer 50 ans. Chaque été, Victor Hugo part avec elle en un voyage touristique, soit en France, soit en Allemagne. Voyage d'où il écrit des lettres avec des dessins à Adèle, son épouse. Voici des dessins de Victor Hugo, un très grand dessinateur autodidacte.
Il continue bien sûr à produire des pièces de théâtre et des recueils de poésie. Ici, vous avez une scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Angelo, tyran de Padoue, et puis 2 recueils qu'il publie à cette époque-là. Pour faire jouer leur drame, Victor Hugo et Alexandre Dumas, que vous voyez caricaturés ici tous les deux, vont œuvrer pour l'ouverture d'un nouveau théâtre, le théâtre de la Renaissance, qui existe toujours aujourd'hui. Il y fait jouer Ruy Blas, avec un très grand comédien dans le rôle principal, Frédéric Lemaître, qui a énormément de succès dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? L'histoire d'un homme de rien, un fils de la rue, Ruy Blas, qui est amoureux de la reine d'Espagne. Évidemment, cela finit très mal. Les critiques n'aiment pas, mais la pièce a un grand succès populaire. Victor Hugo et sa famille accèdent à la riche bourgeoisie. Il est vicomte. Il est présenté à la duchesse d'Orléans. Il en profite pour demander la grâce d'un condamné à mort, Armand Barbès, un révolutionnaire. Grâce qu'il obtient. Armand Barbès sera emprisonné à vie, mais non tué. Décembre 1840, Victor Hugo et sa famille sont dans les tribunes qui assistent au retour grandiose des cendres de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est mort 20 ans plus tôt, sur son île prison. Son cortège va passer sous l'Arc de Triomphe, qu'il avait fait construire pour commémorer toutes ses victoires. Et il arrive aux Invalides, hôpital militaire, aujourd'hui musée de l'armée. Le corps de Napoléon repose toujours sous la coupole, dans son cercueil de granit rouge. L'année suivante, Victor Hugo entre enfin à l'Académie française. En revanche, son théâtre ne marche plus du tout. On dit que l'échec de sa pièce, Les Burgraves, signe la fin du romantisme français. En effet, tous les auteurs vont commencer à chercher autre chose, sauf Victor Hugo, qui va continuer dans la même veine contre vents et marées, ce qui lui voudra bien des caricatures. Il marie sa fille, Léopoldine, à Charles Vacquery, en février 1843. Alors que les jeunes époux restent au Havre, en villégiature, Victor Hugo, lui, part pour son voyage estival avec Juliette Drouet en Espagne. Le 4 septembre, lors d'une promenade sur la Seine, un coup de vent renverse le canot sur lequel Léopoldine et son époux sont en train de se promener. Léopoldine est piégée par ses vêtements, des vêtements de femme qui ressemblaient à celui que vous avez sur cette gravure. Charles, son époux, essaie de la dégager, mais n'y arrive pas, et ils se noient tous les deux. Victor Hugo ne saura la nouvelle que 5 jours plus tard, en lisant le journal. Sa fille et son époux sont déjà enterrés. Charles avait 26 ans, Léopoldine en avait 19. La mort de Léopoldine va changer la destinée de Victor Hugo. Pendant longtemps, il n'écrit plus pour la publication. Il va se lancer en politique. Il est élu pair de France, il siège à la Chambre des pairs, qui est aujourd'hui le palais du Luxembourg, c'est-à-dire le Sénat. C'est un peu comme s'il était un représentant à la Chambre des Lords. À la même époque, il s'étourdit dans des liaisons amoureuses. Il est surpris en flagrant délit d'adultère avec une jeune romancière de 20 ans, sa cadette, que vous voyez à gauche. Il lui envoie des rébus sous forme de dessins. Évidemment, cela fait scandale. 1848, la France est en crise économique, beaucoup de chômage, des révoltes étudiantes, ouvrières qui sont férocement réprimées et qui tournent à la Révolution. Le gouvernement de Louis-Philippe est renversé, la Deuxième République est proclamée. Victor Hugo est élu député de Paris, avec les responsabilités que cela comporte. Quand de nouvelles manifestations ont lieu, il fait partie de ceux qui répriment l'émeute. Son appartement est envahi. Il décide donc de déménager dans un coin un peu plus tranquille. À l'Assemblée, Victor Hugo vote à droite pour l'élection du président, mais à gauche pour l'abolition de la peine de mort, contre le travail des enfants. Pour mémoire, il faut se rappeler que ce n'est qu'en 1841 qu'on interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Et c'est en 1851 qu'on interdira de travailler plus de 8 heures avant 14 ans. Il se bat aussi pour la liberté de la presse, contre l'enseignement catholique privé, pour le suffrage universel, pour la paix, et il prédit ce qu'il appelle les États-Unis d'Europe. Alors qu'il a été un de ceux qui l'ont élu, il s'oppose de plus en plus au prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon Ier. Ses 2 fils, qui ont fondé un journal, L'Événement, publient des articles politiques. Charles est condamné à 6 mois de prison pour s'être élevé contre la peine de mort, et son frère, François-Victor, purge 9 mois de prison pour un article sur le droit d'asile.
et leur journal est saisi. 2 décembre 1851. L'armée envahit Paris. C'est un coup d'État. Victor Hugo est sur les barricades pour lutter contre ce coup d'État militaire. Il voit tuer un enfant, ce qu'il retranscrira dans un poème fameux. Caché par Juliette Drouet, il s'enfuit en Belgique avec un faux passeport où elle viendra le rejoindre. Adèle et ses fils, enfin libérés, partent eux aussi pour la Belgique. Victor Hugo y écrit un pamphlet assassin contre Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon le Petit. Tout se vend très vite et Victor Hugo est prié de quitter le royaume de Belgique. Il se réfugie à Jersey, une île anglaise au large des côtes normandes, avec de nombreux exilés politiques. Le 2 décembre 1852, le Second Empire est proclamé, Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Victor Hugo écrit un recueil de poèmes vengeurs contre lui d'une très grande violence, Les Châtiments, où il oppose systématiquement les deux Napoléons. 6000 vers au total, parution clandestine à Bruxelles, mais le livre se vend mal et il n'arrive pas en France. La famille Hugo s'installe dans une villa face à la mer à Jersey. C'est là qu'il se lance dans l'expérience du spiritisme pour communiquer avec sa fille décédée. Mais un des participants devient fou, on arrête la comédie. C'est de son exil à Jersey que date aussi une série de photographies, c'est le début de la photographie, qui ont rendu célèbre l'image de l'exilé. Victor Hugo est pris en photo par ses fils. Pour avoir soutenu un rebelle, à Jersey, il est expulsé et arrive à Guernesey, sur l'île un petit peu plus au nord. Et c'est là qu'il va s'installer durablement et beaucoup écrire. Ce seront d'abord le recueil des Contemplations en 1856. Il appelle lui-même ce recueil « Les Mémoires d'une âme ». C'est un recueil de poèmes structuré en un autrefois et un aujourd'hui que sépare le tombeau. Le tombeau, c'est celui de Léopoldine. 11 000 vers, au milieu quelques pages, qu'il dédie à celle qui est restée en France. Pauca meae, quelques vers pour ma fille. Dans ce recueil, il s'abîme dans la contemplation d'une nature qui lui semble remplie d'âme, d'âme qui ne demande qu'à être entendue. Il développe la théorie de la métempsychose, de la réincarnation. Le livre, publié en France, a un très grand succès. Il va lui permettre même d'acquérir une maison, c'est Hauteville House, dont il va dessiner les décors et le mobilier. Ici, c'est la salle à manger, et vous voyez la cheminée qu'il a dessinée, en incluant des H, aussi bien celui de Hauteville House que celui de Hugo. Ici, c'est la chambre, et l'on voit tout à fait le goût pour le gothique. Voici la bibliothèque, à l'étage. Et voici le bureau de Victor Hugo, qui écrivait face à la mer. Il écrivait debout. Il va y composer un autre recueil très important, La légende des siècles, une sorte de somme d'épopée de l'histoire de l'humanité, à laquelle il va travailler pendant 20 ans. Et puis, il finit un roman qu'il a commencé bien des années plus tôt, Les Misérables. Le personnage du forçat, Jean Valjean, du policier, Javert, implacable, la petite Cosette, symbole du travail des enfants, Fantine, sa mère, qui vend ses cheveux, ses dents pour payer la pension de sa fille chez les Thénardier, d'horribles profiteurs, Gavroche, le gamin des rues, vivant de rien, vont devenir extrêmement populaires. Le roman paraît en plusieurs épisodes que les gens attendent avec impatience. C'est un grand succès commercial. Les critiques littéraires, eux, sont beaucoup plus sévères. Flaubert trouve que le livre est nul. Sur son île, Victor Hugo donc va continuer, se consacrer à son travail. Un de ses fils vit à Paris maintenant avec sa mère, car Louis-Napoléon Bonaparte a prononcé la grâce pour les exilés, mais Hugo l'a refusé. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. Sa fille, Adèle, s'est enfuie en Amérique, à la poursuite d'un amant qui l'a délaissée. Hugo, lui, se lance dans des œuvres caritatives et reçoit chaque semaine des enfants démunis chez lui. Il publie un recueil léger de chansons des rues et des bois et un roman très sombre, Les Travailleurs de la mer, où un homme lutte en vain contre l'océan. Et puis, c'est L'homme qui rit, le destin d'un homme qui a été mutilé enfant pour servir de clown et qui se découvre fils naturel d'un lord, amoureux d'une jeune et belle aveugle et mourant d'amour pour elle. Publié en épisodes, le roman est traduit en 12 langues immédiatement. Et Hugo continue aussi le dessin et la peinture pour se divertir.
Ce dessin s'appelle « Ma destinée ». De 1851 à 1870, Victor Hugo va rester 19 ans sur son île, tout en allant faire des voyages cependant en Belgique et en Allemagne. 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, persuadé qu'il va gagner. À Sedan, pourtant, c'est la déroute, les armées françaises sont défaites, Napoléon III est fait prisonnier et capitule. La Troisième République est proclamée. Victor Hugo rentre en France après 19 ans d'exil. Il est accueilli par une foule immense. On réédite enfin les châtiments, qui ont un grand succès cette fois. Il donne tous les droits à l'État pour la guerre contre la Prusse. Paris est bombardé, on se bat dans les rues. Hugo, élu député, vit à Bordeaux, avec le gouvernement. Mais à Bordeaux, son fils Charles va mourir subitement à 44 ans. Victor Hugo va devoir rentrer à Paris pour les obsèques, et à Paris, il découvre l'insurrection de la Commune. Alors la Commune, c'est une révolte populaire anarchiste qui va durer quelques mois. Les soldats du gouvernement normal, entre guillemets, qui sont retirés à Versailles, vont réprimer très durement cette révolte. Les Prussiens, qui encerclent la ville, laissent passer les soldats pour réprimer la révolte. On va fusiller 20 000 personnes au cours d'une semaine. On appelle cette semaine la semaine sanglante. Et contre ce mur, qu'on appelle le mur des fédérés, au Père-Lachaise, 147 personnes ont été fusillées. 20 000 autres vont être arrêtés et déportés ou condamnés au bagne en Nouvelle-Calédonie, dont Louise Michel, que vous voyez ici, une militante anarchiste qui avait pris le pseudonyme d'Enjolras, un personnage de Victor Hugo dans Les Misérables. Victor Hugo, lui, fait des discours pour l'amnistie de ceux qu'on appelle les communards. Cela lui vaudra de ne pas être réélu. Il publie avec succès un recueil de poèmes sur justement cette année qui vient de se passer, l'année terrible, l'appelle-t-il. Reparti à Guernesey, en vacances cette fois, il y écrit un dernier roman, 93, où il reprend l'histoire de la terreur. Mais il est obligé de revenir à Paris pour veiller son deuxième fils qui meurt à 45 ans, et pour interner sa fille qui a été ramenée folle de son escapade américaine. Victor Hugo s'installe dans un bel appartement rue de Clichy avec Juliette Drouet, avec sa belle-fille qui est veuve, et ses petits-enfants, Georges et Jeanne. Il publie d'ailleurs un recueil de poèmes en leur honneur, L'art d'être grand-père. Entre autres discours et essais qui lui valent bien des caricatures toujours. Ici, vous le voyez caricaturé en Moïse. Affaibli par une première congestion cérébrale, ce qu'on appellerait aujourd'hui un AVC, il s'éteint en mai 1885. Après avoir complété son testament, ici vous en avez un extrait, où il dit donner tous ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sera un jour la bibliothèque des États-Unis d'Europe. Le gouvernement ordonne des funérailles nationales, l'Arc de Triomphe est orné d'un voile noir, Victor Hugo est conduit au Panthéon, dans le corbillard des pauvres, comme il l'avait demandé. Un jour viendra où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne.